Alors, attaquons la partie 2 de notre programme d'injectivité. Alors, maintenant, je vous le rappelle, on a trouvé ce qu'on appelle le type de la matrice et on l'a caractérisé à partir du sous-espace F grâce à ces petits sauts de dimension. Donc maintenant, ce type, on l'a. Et comme on a le type, on a le complémentaire du type. Donc ici, par exemple, le type, ce serait dans l'exemple courant, c'est 2, 3, 5, et le complémentaire, c'est 1, 4, 6. Voilà. Et maintenant, j'affirme que si j'appelle, alors je vais appeler, je vous rappelle qu'on a une base canonique, la base canonique on l'a dès le départ, j'appelle V indice T le sous-espace engendré par les éléments de la base canonique correspondant à T, donc au EK, petit EK où K appartient à T, et VT bar, eh ben, le sous-espace engendré par les petites K où K est dans le complémentaire, de sorte à ce que Kn est en somme directe. D'accord? Vous avez Kn qui est en somme directe de Vt plus Vt bar. D'accord? Alors, je suis en train d'affirmer que Kn est aussi en somme directe de F et Vt bar. D'accord? Alors, étant donné que F est de dimension m et que Vt bar, eh bien sûr, il est de dimension n moins m, Vt bar, c'est le sous-espace engendré par les vecteurs de la base canonique correspondant à T bar. Donc, c'est de dimension n moins n, m, pardon, il suffit de montrer que l'intersection entre f et Vt bar est nulle. Maintenant, si on prend un élément dans l'intersection, eh ben, il est de la forme, comme il est dans f, il est engendré par les vecteurs colonnes, donc il est de la forme somme de lambda k ck, d'accord? Et il est aussi dans Vt bar, donc on a ça dans Vt bar. Maintenant, j'ai dit que Vt et Vt bar sont en somme directe dans Kn, donc je peux faire la projection, d'accord, parallèlement à Vt bar de Vt. Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette projection? Regardez, vous prenez les vecteurs colonnes, voilà, C1, d'accord? Quand vous allez le projeter par rapport à T bar, donc ici j'ai mis T bar, les éléments de T bar pour bien voir là où ils sont, et les éléments de T, les lignes correspondant à T, pour bien voir où elles sont, d'accord? Quand on va projeter parallèlement à T bar sur Vt, et ben là ça va s'annuler, ça va s'annuler, il va rester que ce 1 là, et donc on aura le vecteur E2. Pareil, C2, ça va aller vers E3, parce que ça va s'annuler, et E3, ça va aller vers E5. C'est-à-dire, en général, CK, quand on va le projeter, ça va être IK, EIK, d'accord? Voilà, ça va donner EIK. Donc quand on va projeter cet élément-là, d'une part, ça va être 0, puisqu'on l'a projeté parallèlement à Vt bar, et d'autre part, ça va être la somme des lambda k, EIK. Et donc, comme il forme une partie libre, évidemment, ça veut dire que tous les lambda k sont nuls, puisqu'on va identifier que cette somme est nulle. Voilà. Donc, on a montré qu'ils sont en somme directe par un argument de dimension et d'intersection. Bon. Donc, maintenant, on ne va pas utiliser, à la limite, ça ne va rien nous donner d'utiliser ça, parce qu'il faut que ça dépende de f. Vous voyez qu'on ne va pas utiliser cette somme directe. Mais par contre, on va utiliser celle-là, parce que maintenant, on va considérer ce que je vais appeler la projection pi, d'accord? Ça va être la projection sur Vt bar et parallèlement à f. Ah ben, je l'ai déjà écrit là. Voilà. Donc, pi, c'est cette projection-là. Alors, on vérifie qu'elle ne dépend que de f. Oui, effectivement, Vt bar dépend que de la base canonique et de t. La base canonique, elle est donnée dès le départ. T, il a été donné par le type, et le type, il a été donné par f. Donc là, c'est bon. Il faut quand même être rigoureux et vérifier tout ça. Et donc, on regarde le truc parallèlement à f. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on écrit? On va écrire CK,
qui est égale à EIK, d'accord, plus une somme, hein, regardez, hein, une somme de EJ pour les EJ dans T bar avec des coefficients. C'est exactement ces coefficients que je veux, hein, d'accord. J'ai dit que là maintenant, j'étais à la pêche aux coefficients, puisque j'ai le type. Alors, vous êtes d'accord avec moi? CK, c'est EIK, donc EIK, ben c'est cet élément-là, plus alpha JK, donc ici, la somme des alpha JK, EJ, pour J dans T bar, ça correspond à ces étoiles-là. Voilà. Cette égalité, je vais la passer par la moulinette de pi. Donc, pi, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pi de CK, eh ben, ça va faire 0. Pourquoi? Parce que CK est dans F et qu'on a projeté parallèlement à F. Donc, on va avoir 0. Pi de EIK plus ce pi-là. Alors, les pi de EJ, ben, comme c'est EJ, J, ils sont dans T bar, et comme on projette là-dessus, ben, ça va être l'identité là-dessus. Donc, ça va nous faire, maintenant, 0 égale pi de EIK plus somme des alpha JK EJ. Pi de EJ, c'est EJ. Donc, on passe de l'autre côté, et ça fait que pi de EIK est égal à moins somme de J dans T bar de alpha JK EJ. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire qu'on a EIK, c'est un élément de la base canonique. Il est donné dans les données du problème, au départ, canonique, hein, on a dit canonique. Pi, eh ben, c'est donné par les données par F, et la base canonique, et le type, bien sûr. Et puis, on récupère hein, ces éléments-là. Étant donné que J est une partie libre, on peut récupérer les coefficients à partir de cette somme, et on obtient les moins alpha JK. C'est entièrement déterminé par F, et on a bouclé notre boucle, et il n'y a plus qu'à voir maintenant des exemples illustrés, regarder, s'imprégner, l'histoire de ressortir avec un souvenir agréable de ce petit voyage. Bien, on va tout de suite regarder l'effet du théorème qu'on vient de prouver sur la stratification de la grassmannienne 2,4. J'aurais pu prendre la grassmannienne 3,6, mais ça aurait été un petit peu long et pas plus éclairant. J'aurais pu prendre aussi 2,3, mais là ça aurait été très court et pas très éclairant. Voilà, alors donc, on vient de voir que la grassmannienne finalement 2,4 est en bijection avec l'ensemble des matrices échelonnées réduites, d'accord, en colonne, d'accord, bon, colonne, de type, ben, les 6 types possibles, hein, quand on prend 2 parmi 4, c'est-à-dire 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 4. Ça vient avec un certain ordre, et vous allez voir que cet ordre, il n'est pas tout à fait innocent. Vous prenez 1, 2, on va prendre ça va être le premier. Vous allez voir pourquoi. 1, 3 ensuite, et puis ensuite, vous voyez, parce que ici, 1, il ne pouvait pas devenir 2, hein, d'accord, parce qu'il y a 2 là, mais 2 peut devenir 3 ici. 1, 3, ben, là je descends, à chaque fois j'incrémente de 1 un élément, hein, d'accord. Donc ici j'ai soit 2, 3, et là 1, 4. Là, 2, il ne peut pas devenir 3, parce que 3 c'est déjà pris, mais 3 peut devenir 4, ici, et là, 4, ben, ça y est, c'est bloqué, il n'y a plus rien, donc par contre, 1 peut devenir 2, mais ça donne le même élément, et de 2, 4, je vais à 3, 4. Donc je retrouve mes 6 types possibles pour la grassmannienne, et avec un certain ordre logique. Hein. Donc vous pouvez faire ça pour la grassmannienne 3,6 si vous voulez, hein, mais ça va être plus long, hein, parce que pour la grassmannienne 3,6, vous allez en avoir 20 de types possibles, c'est-à-dire 3 parmi 6. Alors maintenant, regardons les matrices. Alors de type 1, 2, ça veut dire que j'ai des matrices donc 4, 2, hein, depuis le début, j'ai des matrices 4 lignes, 2 colonnes, et le type va me dire où je vais mettre les 1 et les 0, et où je vais mettre les scalaires libres. Alors ici, voilà 1,
2, donc ça veut dire que je mets un 0 parce que c'est au-dessus du 1 là, et un 0 là parce que c'est à gauche, ça c'est le côté réduit. Hein, alors que ça c'est juste le côté échelonné. Ici, maintenant, le quartier libre, ben, j'ai 4 éléments. Ben, vous allez voir que ça va être le maximum, c'est pour ça que je l'ai mis tout en haut. Un 3 maintenant. Un 3, donc voilà, hein, ici, vous avez 3 éléments libres. 2, 3, donc là 0, 0, 1, les 1 sont ici et ici, et du coup, on peut mettre des éléments libres que ici. 1, 4, on peut mettre des éléments libres que ici, voilà, 1 et 4. Là, au-dessus, il y a des 0, à gauche, il y a des 0. Et puis 2, 4, 2, 4, donc 2 et 4, des 0, 0, et puis là, 1, 0, puis le reste, c'est libre, il n'y a plus beaucoup de choses. Et puis 3, 4, regardez, eh bien, là, il n'y a plus d'étoiles, d'accord? Donc, on a vu que quand on fixe un type, on obtient des espaces affines. Ces espaces affines, ben, à cause de la position des 1 et des 0, ben, déjà rien que la position des 1, vous allez voir que, et des 0 quand même, vous allez voir que ce sont des espaces affines qui n'ont pas d'intersection hein, entre eux, hein, d'accord, normal. Et combien on a de degrés de liberté, c'est-à-dire quelle est la dimension de ces espaces affines? Et bien là, on en a 4, là, on en a 3, là, on en a 2, et là, on en a 2. Vous voyez que ça diminue à chaque fois qu'on descend d'un cran, et ici, on en a 1, et ici, on a 0 degré de liberté. Ça veut dire que des matrices échelonnées de type 3, 4, on n'en a qu'une. D'accord? Il n'y en a qu'une. Et le max, donc ici, c'est le minimum, hein, avec une, c'est la dimension 0, c'est un point, et ici, on a un espace de dimension 4. Alors, l'ensemble des matrices échelonnées de type 1, 2, on verra, ça s'appelle la grosse cellule, donc c'est la partie la plus riche. Maintenant, on va regarder une autre approche de la grassmannienne, parce que là, on a vu l'approche de la grassmannienne, d'une certaine manière, bon, on fera le bilan après ça, mais là, tout de suite, on va regarder ça sur un corps fini, parce que c'est très, très concret, hein, ce que ça va nous donner des vraies formules. Regardez, vous avez vu dans une vidéo sur les actions de groupe, que comme GL4 agit sur la grassmannienne, ça va nous permettre cette alternative, hein, pour comprendre GR de 4, c'est une autre façon de voir, une alternative à celle-ci. Cette action, c'est une action, on prend un automorphisme linéaire en dimension 4, comme F, on prend un sous-espace, un élément de la grassmannienne, F est un sous-espace de dimension 2 dans K4, donc c'est un plan ici, et G.F, l'action, c'est G de F. Voilà. Et cette action est évidemment transitive, ça on l'a déjà vu, c'est grâce au théorème de la base incomplète, hein, quand on va prendre deux plans, d'accord, et ben on va pouvoir en trouver une base pour l'un et pour l'autre, compléter ces deux bases en une base de l'espace, par contre de l'espace total, hein, K4, on va avoir deux bases de K4, et il existe, d'après le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, un automorphisme qui va envoyer une base sur une autre, donc un élément de GL4 qui va envoyer l'un sur l'autre, et donc qui forcément va envoyer les deux premiers vecteurs de la première base vers les deux premiers vecteurs de la seconde base, et on va avoir à partir de là que G de F va être égal à l'autre plan, hein, G de F'. Voilà. Donc on a une action transitive, ce qui va faire que ceci va être un quotient de GL4, ça va être une orbite, donc ça va être GL4 quotienté par le stabilisateur d'un élément. Alors on prend le plan engendré par E1, E2, c'est le plus simple, et on voit que le stabilisateur, il est de cette forme-là. Comme on doit stabiliser, eh ben, on doit avoir des zéros ici. Comme ici on a une matrice triangulaire, ben forcément, comme on était dans GL4, ça doit être inversible, inversible. Et ici,
on a quartier libre. Donc on a GL2 là, GL2 là, et M2, c'est-à-dire des matrices carrées de 2. Donc maintenant, regardons quel est le cardinal de la grassmannienne GR de 4. Eh bien, c'est le cardinal de GL4, donc c'est le nombre de bases qu'on sait calculer, Q4-1, Q4-Q, Q4-Q2, Q4-Q3, voilà, on fait le produit, divisé par le cardinal du stabilisateur, donc ça c'est le cardinal de GL2 au carré, donc Q2-1 au carré, Q2-Q au carré, et puis le cardinal, comme on a 4 emplacements possibles, hein, et comme on est en... quand même que je le rappelle, le cardinal de K c'est Q, et bien on a Q4 possibilités pour des matrices de 2. Donc vous voyez que ça fait une fraction rationnelle de degrés 4 et 4 et 4 et 4, ça fait 16. 16 moins 4 et 4 et 4, 12, ça fait une fraction rationnelle de degré 4. Mais notre approche ici nous dit plus, nous dit que c'est polynomial en fait. Regardez, puisque on a des sous-espaces affines disjoints, donc le cardinal ici de la grassmannienne, on peut voir que c'est la somme de tous les cardinaux qu'on a obtenus. Donc en type 1-2, bah, le cardinal, on a Q possibilités ici, Q possibilités ici, ici, donc ça fait Q puissance 4 possibilités. Donc je mets mon Q puissance 4. Ici, je vais mettre mon Q puissance 3. Là, j'ai 2 Q puissance 2. D'accord ? Ici, je vais avoir juste Q plus 1. Donc voilà, c'est une formule que vous pouvez vérifier d'ailleurs. Hein, et ça donne des tas de jolies formules. Et donc, on voit qu'un phénomène général, c'est que ici, donc, on va avoir ça qui va représenter la grosse cellule. Et ici, c'est la cellule singleton. Hein, c'est juste un élément. Voilà, on va faire maintenant un petit peu le point. Il faut bien comprendre qu'il y a ces deux extrêmes hein, dans les cellules de la grassmannienne. Ce que j'appelle cellule, hein, pour l'instant, ça a pas ça aura un jour une signification topologique, mais pour l'instant, c'est juste une décomposition en sous-espaces affines qui sont disjoints. Voilà.